Et tout de suite, cette deuxième partie de la webconférence avec Inextenso, analyser une société de sciences de la vie. Bah oui, parce que la crise sanitaire, elle a remis au centre du jeu, notamment le secteur de la santé, plus particulièrement son segment le plus innovant, les biotech. Mais on va voir qu'on ne va pas parler que de ça, justement. Le grand public qui s'est familiarisé avec les notions d'ARN messager, qui connaît désormais par cœur le nom de BioNTech ou encore de Moderna, même si derrière, il a parfois du mal à comprendre le fonctionnement de ces sociétés qui évoluent également dans des domaines comme la chimie verte. Voilà, on est dans les sciences du vivant et j'ai le plaisir pour parler de ce sujet d'accueillir Jean-Pierre Loza, analyste financier biotech et medtech chez Inextenso, qu'on a déjà eu d'ailleurs le plaisir de recevoir sur le journal des biotech. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Laurent. On va poser le débat tout de suite. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui une société des sciences du vivant? On a voulu élargir un petit peu la thématique pour ne pas se cantonner juste aux biotech. Pour faire simple, je choisirais un code couleur. Allons-y. Je dirais le gros contingent, c'est les biotech rouges. Santé, principalement. On y retrouve des gens comme Osé, Inat, etc. Tout ce que vous voulez, principalement orienté cancer. Deuxième niveau, on a des biotech blanches. Les biotech blanches, ce sont des gens qui utilisent les systèmes biologiques pour faire des produits industriels, qui sont des commodités ou ce que vous voulez, peut-être des produits de cosmétiques, des choses. Et on y retrouve des gens comme Afiren qui viennent d'entrer, des gens comme Metex, qui était un historique, Metabolic Explorer, Fermental, Global Bioénergie, enfin tout ce corpus de sociétés font de la biotech blanche. Après, on y retrouve de la biotech verte. Alors, la biotech verte, c'est plus orienté vers l'agriculture, c'est-à-dire c'est utiliser encore une fois le système biologique ou les plantes pour produire des produits en direction de l'agriculture. Et les deux autres qu'on voit un petit peu moins, c'est les biotech bleues, orientées marine, et les biotech orange ou jaune, on n'est pas encore bien calé sur la couleur, qui travaille sur les aspects d'environnement. Donc vous voyez, en fait, on se rend compte que l'utilisation des systèmes biologiques pour produire des biens est très très importante, en fait. Bon, alors on y voit un petit peu plus clair grâce à ce code couleur, Jean-Pierre. Par contre, il y a des points communs entre toutes ces sociétés et qui sont pour le coup des différences de taille avec une société traditionnelle. On va commencer peut-être par l'éléphant dans le couloir, si je puis dire. La société des sciences de la vie, elle ne dégage pas, la plupart du temps, parce que ce n'est pas tout à fait vrai tout le temps, mais elle ne dégage pas de chiffre d'affaires, elle consomme de la trésorerie et, conséquence logique, elle a des besoins fréquents de refinancement. Je dirais, c'est un modèle qui a été choisi. On a ce modèle principalement, c'est-à-dire c'est un modèle qui va vous conduire à terme à dealer avec l'industrie pharmaceutique dans le cas des biotech rouges. Par contre, il y a certains modèles qui sont probablement plus intéressants. Un modèle comme OncoDesign est un modèle qui associe une plateforme qui permet en fait de gérer ce qui se passe à tous les jours, c'est-à-dire produire et dealer avec des autres sociétés pour générer des chiffres d'affaires, et une partie qui est plus découverte, découverte, qui va permettre, elle, de négocier avec l'industrie pharmaceutique en direction de nouveaux produits. Donc comment, et là je pense qu'on est tout de suite sur la question fondamentale, comment on se fait à la fois une idée de la pertinence et de l'intérêt de la technologie, de la science, de la biotech, parce que ça c'est une chose, et puis derrière, de son application, excusez-nous, mais on est un peu aussi là pour parler à l'investisseur, de son application, de son potentiel commercial. Ouais, c'est là qu'on a besoin de vous. En fait. Je vais être obligé de vous faire une réponse qui va peut-être pas plaire à tout le monde, il va falloir travailler. Il va falloir travailler, c'est-à-dire il faut bosser ses dossiers, il faut regarder, les Américains appellent ça to do their homework. Mais c'est vrai que c'est faire ses devoirs. Ouais. Et il faut travailler, il faut regarder quel est l'intérêt, pourquoi cette société se positionne. Mais avant toute chose, je dirais, il y a quelque chose d'important, il faut avoir envie de rentrer dans les biotech. C'est un secteur où on ne rentre pas par le côté en disant ouais, je vais regarder. Pourquoi pas C'est un secteur où il faut avoir de l'envie et vraiment y rentrer pour pouvoir travailler après, regarder la science, regarder les marchés, regarder les développements qui se réalisent. Enfin, il y a beaucoup d'éléments qui sont à prendre en considération et c'est pour ça que l'aspect travail est important.
D'accord. Donc là c'est comment aussi est-ce qu'il faut parler anglais? C'est une question toute bête, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même une grande partie, là aussi, des documents, du partage. Il y a de nombreux congrès, je pense aux biotech plutôt santé, ça se passe en anglais. Est-ce que quand on est vraiment une bille dans la langue de Shakespeare, on va passer à côté d'informations un peu importantes? Je vous dis, naturellement, je vous dirais peut-être, mais en fait, non. Parce que la tradition veut que ça s'est développé aux États-Unis, dans les pays anglo-saxons. Et la plupart des gens qui ont créé ces sociétés étaient des scientifiques qui avaient l'habitude de parler anglais. Mais aujourd'hui, je pense qu'à travers Google Trad et différents outils, on peut très probablement se faire une bonne idée de comment ça se passe à l'intérieur des bibliothèques. L'exemple, pour moi, c'est l'ARN messager avec le Covid. Je veux dire, on a découvert qu'une bonne partie de notre population était pas encore des experts, mais des gens qui comprenaient qu'est-ce qui se cachait derrière l'ARN messager, derrière l'ADN, différentes choses. Donc, c'est simplement avoir une culture scientifique suffisamment ouverte et prête à entendre différents sons de cloche et différentes choses pour pouvoir se faire une idée lorsqu'on regarde une société de biotechnologie. Je vais faire votre pub aussi, mais je pense qu'il faut aussi lire l'analyse disponible parce que, je le disais finalement, quelquefois la science, le temps de développement d'un médicament, il est long, c'est une dizaine d'années généralement, et entre le moment où vous commencez, vous pouvez avoir un produit qui est peut-être intéressant, qu'il reste peut-être, mais l'état de la science, ou en tout cas le standard of care qu'on explique, peut avoir complètement changé. Absolument, absolument. Merci de reconnaître que je produis des choses intéressantes. Mais c'est vrai que faire confiance aux analystes est quelque chose d'important parce que ce sont des gens qui sont en but quotidiennement à ce qui se passe dans les biotech et normalement ce qui se passe dans la science. Et ça permet de faire comprendre et d'expliquer. C'est ce que j'essaie de faire très humblement de mon côté, c'est de pouvoir faire des analyses qui expliquent et qui réexpliquent ce qui se passe dans la société. Et pourquoi, tactiquement et stratégiquement, elle va soit s'orienter vers la pharmaceutique, soit essayer de commercialiser par elle-même. Donc moi je pense que c'est très important de pouvoir être regardé ce genre de notes. Alors, quand on investit dans une société, Jean-Pierre, on regarde traditionnellement, qu'est-ce qu'on attend? Les résultats, les nouveaux contrats, éventuellement, l'annonce d'une fusion-acquisition appréciée par le marché. On a dit, pas de chiffre d'affaires dans une société de sciences du vivant. Qu'est-ce qu'on regarde? Quels sont finalement les éléments, les grands événements capables de faire bouger, décaler un cours à la hausse, mais aussi à la baisse? Moi, je définirais deux types d'éléments, d'événements ou d'éléments. Des éléments intrinsèques, c'est-à-dire quelles sont les découvertes, comment, par exemple, le portefeuille avance, comment les découvertes se font, comment l'entreprise se structure, comment la gouvernance, aussi bien administrative que scientifique, se conçoit, se construit, comment on lève de l'argent. Et à ça, je mettrais en face des éléments extrinsèques qui sont la stratégie qui est développée sur la pathologie ou sur le secteur que l'on regarde, la façon que je dirais les agences réglementaires dans leur grande globalité se comportent vis-à-vis de ça, la façon dont le marché et les investisseurs, qu'ils soient publics ou privés, c'est-à-dire aussi bien les capitaux risqueurs que les investisseurs institutionnels, se comportent sur ce genre de dossier. Enfin, je mettrais un certain nombre d'informations tout ensemble pour pouvoir avoir un faisceau d'indices. Un faisceau d'indices, une photographie, je dirais, presque une photographie de l'instant au moment où l'investissement va se réaliser. Quand même, il faut qu'on évoque là aussi l'événement marquant, c'est les essais cliniques dans une biotech ou le développement des produits avec à la clé parfois des succès, des bons résultats et puis des échecs et là aussi des sanctions en termes de cours qui peuvent être violentes. Oui. Je vais vous faire une confidence. Je discutais hier avec quelqu'un qui me disait, dans la grande majorité des cas, très souvent, la faillite de l'essai est souvent liée au design. Parce qu'on n'a pas réfléchi. La façon dont on a conçu la façon dont on a conçu. Et ça, je pense que c'est très important de le regarder et de l'accompagner et de le comprendre. C'est vrai qu'on s'adresse à des phénomènes, je dirais, biologiques et très souvent humains, et ça, c'est sujet à variation. C'est sujet à variation parce que nous ne sommes pas tous, même si le format est identique, nous ne sommes pas tous identiques. Et par exemple, dans un essai clinique, vous allez avoir des variations importantes au sein de votre population. Donc, pour pouvoir progresser, il va falloir choisir pertinemment et pouvoir accompagner ce choix pertinent
à travers les essais. Et lorsque vous rentrez en phase 3, c'est là où normalement ça doit se passer parce que vous avez un essai de grande taille et cette diversité est encore accrue. Donc c'est vrai que c'est important de comprendre cet aspect-là. Ouais. Est-ce qu'il y a quand même, vous l'avez évoqué un petit peu Jean-Pierre, mais peut-être on peut le dire vraiment très concrètement, des indicateurs ou en tout cas des choses à regarder pour un dossier mature? Est-ce qu'il faut des essais cliniques avancés? Vous l'avez dit, peut-être des capitaux risqueurs solides au capital. Quels sont les éléments qui permettent un petit peu de justement d'avoir ce faisceau d'indices dont vous parliez? Je dirais, si je devais évoquer ça, je dirais l'aspect important est probablement la profondeur du pipeline. Parce que la profondeur du pipeline va vous donner deux indications. Cette profondeur va vous dire les essais que l'on a réalisés sont de ce type-là, 1, 2, accessoirement 3. Mais ce que j'évoque aussi dans la profondeur, c'est le nombre de molécules ou d'indications que vous suivez. Je veux dire, il ne faut pas en faire une dizaine, mais il ne faut pas en faire une. Parce qu'une, vous avez beaucoup plus de chances de chuter. Si on se loupe, ça fait mal. Voilà. C'est monoproduit, c'est toujours problématique. Mais un pipe avec une ou deux indications et qui se suivent, qui s'accompagnent ou qui se répondent peut être quelque chose d'intéressant. Et là, je pense que c'est quelque chose d'intéressant. L'autre aspect, c'est aussi l'état d'évolution avec le réglementaire. L'état d'évolution et de discussion avec le réglementaire est quelque chose d'important parce que ça permet de comprendre, comme je l'évoquais tout à l'heure, comment la société est structurée. Est-ce qu'elle est capable de parler avec l'agence réglementaire ou est-ce qu'elle est simplement une société qui fait de la recherche dans son coin et qui ne parle à personne? Si vous faites retoquer sur des designs, si c'est toujours compliqué, on peut se dire on peut se poser des questions. On peut se poser des questions, mais c'est en même temps indicatif parce que ça dit on est capable de discuter avec eux. Ah, d'accord. On a des questions qui sont tombées, merci beaucoup. On y voit un petit peu plus clair sur la façon d'analyser une biotech. Vous avez déjà répondu à celle-là, c'était une question de Paul qui nous l'avait posée au moment de l'inscription. Il nous a dit, faut-il éviter de se placer sur les biotech monoproduits sous peine de voir la valeur de son investissement lourdement affectée en cas d'échec? Ça arrive. Il y a des fois, on a des monoproduits qui accompagnent, qui marquent très fortement. Ça dépend aussi de l'état d'évolution. C'est-à-dire, si vous arrivez avec un monoproduit où vous avez fait une phase 2 très convaincante, 2 et que vous rentrez dans une phase 3 avec un système par exemple orphelin, ça peut être très très porteur parce que vous arrivez à des situations qui sont intéressantes. Je prendrai l'exemple d'Advicen. Aujourd'hui, Advicen a un produit enregistré qui est certes une reformulation, mais son produit est enregistré dans une indication orpheline, et la porte est ouverte pour réaliser des choses. Jean-Pierre, on est un peu dans l'actualité aussi. Valneva, là, qui a annoncé une prise de participation de Pfizer, notamment sur le programme dans Lyme. Est-ce qu'avoir, là aussi, un grand nom, une Big Pharma, un partenariat, ça, c'est quand même un élément crédibilisant? Élément de validation majeur. Élément de validation majeur, parce que, normalement, le business model de la biotech est de dire je développe mon produit le plus longtemps possible et le plus loin possible dans le cheminement normal, et une fois que ce développement est terminé, je passe le bébé à une industrie pharmaceutique qui va valider la chose. Donc c'est vraiment important. Et je soulignerai un point complémentaire, c'est la deuxième fois que Pfizer vient voir Valneva. Non. Voilà, validation majeure en tout cas. Peut-être une question qui était tombée aussi que je trouve intéressante. Peut-être, Farida, je trouve que le secteur français est plutôt décevant en bourse. Ne faut-il pas mieux regarder du côté de l'Allemagne ou de la Belgique, et je pourrais ajouter peut-être du côté des pays nordiques? C'est un peu vrai, Jean-Pierre, on a eu des déceptions quand même. C'est vrai. Je reconnais qu'il y a un fond de vérité. Les biotech belges performent très bien. Probablement parce qu'il y a ce côté un petit peu pragmatique des investisseurs belges. Les Nordiques aussi sont très très bonnes parce que là aussi, il y a je dirais, une tendance à être beaucoup plus pragmatique que ne seront ou que ne sont certains de nos scientifiques. Mais je dirais... Mais la biotech française mérite quand même qu'on s'y intéresse et qu'on s'y attache. Bon voilà, ce sera le mot de la fin. La biotech française mérite qu'on s'y intéresse et qu'on s'y attache. En tout cas, on a essayé de vous donner les clés pour bien analyser une valeur biotech. Merci Jean-Pierre d'avoir donné toutes ces explications. Je vous remercie. C'est terminé pour cette webconférence, mais restez avec nous car le programme continue sur Bourse Live. À tout de suite.